Évidemment, alors, je ne sais pas si vous verrez les slides, mais je vais essayer de les décrire hein, si vous ne les voyez pas. Donc, pour présenter EasyVert, moi, je suis le cofondateur d'EasyVert. On est spécialisé dans l'efficience informatique. On est issu de la recherche à l'École des Mines de Nantes. On a un peu plus de 4 ans d'existence et notre objectif, c'est vraiment de fournir des solutions clés en main pour les responsables informatiques. Parce que pour nous, les responsables informatiques sont au cœur des enjeux, en fait. On leur donne souvent beaucoup de contraintes, mais il faut leur apporter aussi des solutions. Et notre baseline, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment accompagner les équipes informatiques. Et l'autre point, c'est qu'on n'arrête pas de parler de transition numérique, c'est ce qu'a dit Alain Anglade au départ, ce qu'on dit tout le monde. On parle de transition numérique, on parle aussi de transition énergétique. Et notre point de vue, c'est que la transition numérique, elle doit accompagner et pas empêcher la transition énergétique. On l'a vu, il y a plein d'effets négatifs, donc il faut vraiment aller dans le bon sens et apporter des solutions. Donc là, aujourd'hui, on va zoomer sur un point plutôt particulier sur la partie serveur, et je vais refaire un petit zoom sur la partie console IT. Bon, sur l'entreprise, on a une expertise R&D et énergie et mesures informatiques. On a deux gros logiciels qui sont notamment issus de nos analyses terrain. C'est un logiciel qui est autour de tout le pilotage de la virtualisation. On va voir pourquoi, quel est l'intérêt. Et un autre logiciel qui est très innovant aussi, c'est le constat qu'on a fait lors des opérations console IT. C'est que les téléphones de bureau qu'on voit dans les bureaux qui sont alimentés, ce qu'on appelle en PoE, Power over Ethernet, finalement, un téléphone de bureau alimenté comme ça consomme autant qu'un PC portable à l'année. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour optimiser cette consommation. Donc, le sommaire, on va le voir. On va d'abord parler de l'opération console IT, je vais revenir très rapidement dessus. Après, on va zoomer sur la partie serveur et on va parler de la virtualisation et des solutions, ce qu'on peut mettre en place. Donc, c'est écrit un peu en petit. Donc, l'opération console IT, on l'a déjà un petit peu évoqué. Ça a été une opération qui était, en fait, avec Qualitaire et A2JV, on a été voir l'ADEME il y a à peu près 3 ans. On a dit, on n'arrête pas de dire que l'informatique consomme beaucoup, mais on a zéro chiffre. Personne n'est capable de dire ce que représente la consommation de l'informatique dans sa consommation électrique. On avait zéro chiffre, on ne savait pas ce que ça représentait. Donc on a proposé un protocole de mesure. Et ce protocole de mesure, il a permis d'analyser plus de 50 organisations. On a analysé depuis à peu près 70, mais là on va revenir sur 50 organisations. Ça représente plus de 72 000 employés et à peu plus de 100 000 appareils analysés. En fait. Et ce qu'on a constaté, ce qui est intéressant, c'est que ça représente, l'informatique n'est jamais une part négligeable de la consommation électrique globale. Là, quand on est à 2% dans les chiffres, j'ai mis de 2 à 58%. 2%, c'est quand on est dans des industries très poussées, très consommantes. Mais quand on est dans le tertiaire, on est plutôt sur du 25%, voire plus. Donc l'informatique est vraiment une part importante de la consommation électrique. Et il faut savoir que c'est encore de plus en plus, entre guillemets, une problématique, c'est qu'on est dans des bâtiments qui sont de plus en plus à basse consommation, et maintenant ça va même jusqu'à perturber l'alimentation et la consommation et les flux de chaleur dans ces bâtiments. Donc c'est un premier point à savoir, c'est que si on ne s'occupe pas de l'informatique et de la consommation électrique liée à l'informatique, on oublie une grosse part des consommations électriques. Un autre point qui est important, c'est que sur cette consommation électrique, on a mesuré, on verra, on va revenir dessus, mais finalement, il y a un quart de cette consommation électrique qui peut être évitée facilement. Ben déjà, c'est un peu ce qu'a dit Sylvain Renan dit tout à l'heure. Actuellement, on ne mesure pas, donc on a du mal à se rendre compte. Mais quand on mesure, on se rend compte qu'il y a plein de leviers d'optimisation qui sont assez faciles. Après, la difficulté de l'informatique, c'est qu'on est sur une consommation qui est diffuse. On n'a pas une chaîne de production qui va consommer 50% du bâtiment. Ça va être une petite consommation un peu partout. Quand je vous parlais des téléphones de bureau, ça va être des consommations de 5-6 watts par-ci, par-là, mais diffusées en grand exemplaire. Les PC de bureau, c'est pareil, les imprimantes, les serveurs, etc. Et donc, il faut avoir une politique un peu globale. Donc, on peut y aller. Alors, ce qui ressort aussi de cette opération, que j'ai oublié de dire, c'est que c'était mené avec l'ADEME aussi, et puis l'association ADN Ouest, c'est que quand on prend la panoplie de la mesure, un profil classique d'une entreprise, c'est un gros 50%, c'est la bureautique. Ce qu'on met dans la bureautique, c'est les postes de travail. C'est toute la partie imprimante. Là, c'est surtout dû au fait qu'il y a beaucoup de volume. Après, un autre point, un gros 25%, on s'en doute un peu, c'est la partie serveur. La partie serveur, on verra plus loin, ça consomme beaucoup, et puis il y a la clim derrière, etc. Et un autre point dont on n'avait pas du tout en tête, c'était la partie réseau, ce qu'on appelle la partie switch. Et ça, c'est une consommation qui est, je ne sais pas si tout à l'heure, Olivier Seznec, un ancien de Cisco, en parlera, c'est une consommation qui est en fait une consommation très bête. La consommation des switches, on allume le
le switch, il consomme tout le temps la même chose, qu'on l'utilise pas. Alors qu'un PC portable, il va passer en veille, on va l'arrêter, etc. Vous n'avez pas de bouton on-off sur votre téléphone. Vous êtes incapable de l'arrêter. Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc il y a des changements à faire. Donc si on zoome sur la partie serveur, il y a un point qui est très important à retenir, c'est que les serveurs, ben ça consomme beaucoup, mais ça consomme aussi beaucoup par effet cascade. C'est-à-dire que tout ce qui est allumé, derrière, la plupart du temps, il y a une infrastructure importante autour. On a parlé de l'optimisation des serveurs, des salles serveurs, mais on a de l'infrastructure autour. On a un onduleur qui va alimenter tout ça. On a de la climatisation. Donc finalement, quand on va consommer 1 watt sur le serveur, on va en consommer souvent un en plus pour autre chose, voire plus. Et donc ça, c'est un gros levier. Donc nous, on va se consacrer sur le fait qu'on va essayer d'optimiser ce watt-là, ce watt de base qui va éviter qu'on va climatiser pour nous. Donc là, c'est l'effet cascade. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que quand on va construire une salle serveur, quand on a lancé l'opération Conso IT, tout le monde nous disait, même quand on a lancé la société, tout le monde nous disait les serveurs, la puissance des serveurs, on se référait aux fiches constructeurs, on était sur du 400 watts. Et donc, on va construire sa salle serveur par rapport à un serveur qui a une puissance de 400 watts, on va dimensionner l'onduleur par rapport à ça, on va dimensionner la climatisation. Et finalement, quand on a mesuré toutes les organisations, on a mesuré plus de 10 000 serveurs, on se rend compte que le serveur, en fait, le serveur physique, en moyenne, c'est 178 watts. Donc, c'est 2 fois moins. Donc, finalement, toute notre architecture, elle est souvent très, très surdimensionnée. On va aller sur le point. Ouais. Alors, on va me dire, on en a parlé tout à l'heure, la virtualisation, c'est très bien. Ce qu'on a dit, ce que disait Sylvain, 90%, nous, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on est sur une grosse entreprise, tout le monde est passé à la virtualisation des serveurs. Donc, un effet hyper vertueux de la virtualisation, c'est que j'avais 20 serveurs physiques avant, je virtualise, je peux avoir qu'un seul serveur physique qui héberge mes 20 serveurs virtuels. Et donc, je vais diviser par 20 ma consommation électrique. Super, ça c'est super, c'est vraiment très bien. Et donc, on constate que tout le monde y est passé. Sauf que la virtualisation, et donc il y a un effet rebond, on parle souvent d'effet rebond, la virtualisation c'est tellement pratique, c'est tellement facile à créer, on parle justement beaucoup de cloud computing, derrière le cloud computing c'est de la virtualisation, c'est pouvoir industrialiser, c'est qu'on va, ce que je voulais dire aussi sur la virtualisation, c'est que l'avantage c'est qu'on va pouvoir mutualiser des ressources aussi. On va pouvoir aussi déplacer des serveurs virtuels entre serveurs physiques. Et donc cette facilité de déploiement a un effet rebond, qui est qu'en fait on pilote actuellement mal la virtualisation. On a sur 100, ce qu'on a mesuré, on a mesuré plus de 10 000 serveurs virtuels, sur 100, en moyenne sur 100 machines virtuelles, on en a 20 qui font rien quasiment tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter tout le temps, mais potentiellement on pourrait les arrêter très régulièrement. Et 80 qui sont surdimensionnés. On va dire, mais c'est pas très grave, parce qu'on mutualise les ressources. En fait, si c'est grave, parce que le problème de cette surdimensionnement, c'est qu'on va additionner des couches mal dimensionnées, et qu'au global, on n'a aucune vision réelle de nos capacités. Et ce qu'on constate avec nos clients, c'est que, comme on ne pilote pas bien, on parle de capacity planning, on ne sait pas trop où on en est, mais on se dit, on sécurise, on est toujours quand même, il ne faut pas oublier que le responsable de production, son objectif, c'est que ça tourne tout le temps. Et si ça ne marche pas bien, on vient lui taper dessus parce que ça n'avance pas bien. Donc il a tout intérêt à la maîtrise globalement. Et donc son réflexe, comme on n'a pas une vision claire, on va rajouter des serveurs physiques en plus. On va se rassurer et on va rajouter des serveurs physiques alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et donc, on a plein de l'effet rebond qu'on a derrière, c'est que finalement, ce qu'on constate actuellement, quand on est passé, j'ai pas mis la courbe ici, mais quand on a basculé dans le monde de la virtualisation, on n'a pas vu une chute de la baisse de la consommation des serveurs, on a plutôt vu un talon, en fait, on s'est un peu arrêté. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est que la consommation des serveurs repart à la hausse et explose. Parce que maintenant, en fait, on a de plus en plus de machines virtuelles. Je reviens de chez un client la semaine dernière, ils m'ont dit, ben, nous, dès qu'on crée une machine virtuelle, en fait, on crée 5 environnements. Parce qu'il nous faut un environnement de test, un environnement de formation, un environnement de recette, un environnement de pré-production, un environnement de production. Et donc finalement, on a beaucoup plus de machines virtuelles que ce qu'on avait de machines physiques avant. Et ça démultiplie ce nombre de machines. Et ça, c'est un vrai problème parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a
il y a une vraie, on parle on ne l'a pas évoqué, je ne sais plus si on l'a évoqué, mais on parle au niveau des serveurs et des consommations du web, tout autre, ça va représenter, en 2030, ça représentera à peu près autant que la consommation électrique mondiale, la consommation des serveurs. Donc si on n'agit pas à ce niveau-là, si on n'agit pas à la source, dans les bons usages, on ne tiendra pas le rythme. Alors ce qu'on dit, nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ben, pour éviter cette dérive, c'est très bien. Moi, tous mes clients me disent, ben, nous, on veut passer au cloud computing, donc on veut industrialiser la création de VM. Très bien, je leur dis, c'est très bien, c'est très bien, c'est chouette, mais derrière, n'oubliez pas la fin de vie des machines virtuelles. Parce que quand vous allez créer toutes vos machines virtuelles, au bout d'un moment, vous n'allez plus vraiment savoir à qui elle appartient, qui en a vraiment besoin. Et donc après, vous serez incapable de la supprimer. Donc il faut le penser à la source. Donc il y a toute une phase de décommissionnement. Et un autre point, c'est le redimensionnement. Alors moi, on me dit souvent, oui, mais j'ai dimensionné mes machines. Je sais qu'elles sont surdimensionnées, mes machines, mais en fait, c'est mon chef de projet qui m'a demandé ça. C'est mon éditeur, hein, c'est l'éditeur qui m'a dit, moi, si vous ne respectez pas ces configurations-là, je ne vais pas vous maintenir. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est que souvent, les éditeurs mettent un peu ceinture de bretelle et veulent des grosses machines. Et donc, nous, ce qu'on dit derrière, ben, mesurez, c'est toujours pareil, mesurez et vous allez pouvoir montrer que le besoin réel de votre machine, il est très faible. Il est peut-être 10% de ce qui est alloué normalement. Et donc là, vous avez la preuve que ce n'est pas ça le problème, mais vous pouvez discuter avec votre éditeur. Et après, il faut avoir des indicateurs d'utilisation de ressources. Et ce que je disais, toujours avoir une vraie vision, une gestion réelle de ses capacités. Ce n'est pas juste du pifomètre. C'est pas juste du pifomètre, c'est mettre en place un processus clair et net où, voilà, ma tendance actuellement, elle est de plus 10, plus 20% par an. Je vais entrer à une date de saturation dans un an, dans 2 ans. Si je supprime les VM qui sont inutiles, ben, je vais gagner un peu du temps, des délais. J'ai un nouveau projet qui arrive, je vais simuler ou pas que est-ce que ça passe pas, le nombre de VM. Si ça passe pas, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme serveur à juste taille? Et tout un processus qui va faire que on va arrêter de surconsommer. Et en plus, on va maîtriser de mieux en mieux son serveur et on va utiliser toutes les ressources qui sont liées à la virtualisation. Actuellement, dans le client qu'on a, finalement, mutualise très peu les ressources des machines virtuelles sur les serveurs physiques. On peut, ce que j'ai montré dans le slide tout à l'heure, en moyenne, on a 20 machines virtuelles par serveur physique. On peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. Je pense actuellement qu'il y a plus d'un temps, on pourrait monter à 40 au lieu de 20. Et vous voyez qu'on pourra diviser autant le nombre de serveurs physiques. Donc voilà, j'ai essayé d'aller assez vite par rapport au timing. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai un peu assommé ou... Je vois pas, vous avez des questions à Nantes du coup? Paris peut-être? Angers? Non? Moi, j'ai une idée très claire. Paris, peut-être levez la main si vous avez des questions à Paris, que je vois. Thierry, tu peux faire un petit coucou si c'est bon pour une question. Non, pas de question, ok, d'accord. Bon, juste une. Quand même, on va pas te laisser comme ça, Martin. On a une petite question, nous, ici. Pas de souci. On voulait savoir, en termes écologiques, d'ailleurs, c'est Thierry qui l'a préparé pour toi. Je l'ai reçu, mais il est timide, il ne veut pas la poser, donc je vais le faire. En termes écologiques, est-ce qu'il est préférable d'avoir une machine serveur chargée à 100% que 5 machines à 20%? C'est pas bien entendu, en fait. Tu peux répéter? Est-ce qu'en termes écologiques, il est préférable d'avoir une machine serveur chargée à 100% que 5 machines à 20%? À ton avis? Oui, j'ai la réponse, mais j'attends de vous... Ils ne savent peut-être pas ici. C'est toujours pareil. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. De toute façon, une machine bien chargée, il y a tout, quand on prend l'énergie grise, c'est-à-dire la fabrication, l'impact écologique global de son analyse cycle de vie, il faut mieux optimiser au maximum l'utilisation des ressources qu'on a. Donc la réponse est bien évidemment avoir une seule machine. Et l'autre point, c'est que globalement, elle consommera moins que les 5 machines physiques aussi.
Donc à tout niveau, c'est plus intéressant d'avoir une machine. Après, il y a des problématiques de sécurité, donc on en mettra peut-être deux. Et du coup, tu parles d'économie à la source. Est-ce que tu penses qu'il faut commencer par de l'éco-conception logicielle, du coup? Ah, c'est clair que si on prend toute la chaîne globale, en fait, nous on commence, on reçoit des logiciels qui sont déjà, on va dire, développés. Donc nous, on va pouvoir constater qu'il y a certains logiciels, certaines applications, certaines machines virtuelles qui consomment plus que d'autres. Mais on va juste dire, celle-ci, ben, on a l'impression qu'elle a des pics, et qu'il y a des pics, c'est optimisé. Par contre, si on descend à l'intérieur, et ça c'est ce qu'on fait avec Calitaire, si on arrive à descendre à l'intérieur de l'application et dire, cette application qui a des pics de charge, des pics de consommation, ben, on va essayer de réussir à l'optimiser. Et si on arrive à limiter tous les pics de consommation, on va pouvoir encore mieux optimiser globalement notre data center. Parce que pour pareil, le problématique, c'est les pics. Et les responsables de production, ils veulent optimiser par rapport aux pics. Et donc, si on évite tous les pics, on va pouvoir optimiser notre capacité serveur. Très bien, très intéressant aussi pour les là, étudiants. On retourne à l'éco-conception logicielle. L'intérêt de l'éco-conception logicielle est vraiment là. Complètement. Il y a des gros intérêts, il y a des chiffres, alors je ne les ai plus en tête, mais je crois que Facebook, ils ont divisé par 10 ou 100 en recollant. Tu seras peut-être mieux, toi, Nicolas. Je ne sais plus combien ils avaient optimisé leur nombre de serveurs physiques. Très bien, mais merci. Je pense, du coup, pour les étudiants aussi qui écoutent, ça va peut-être tilter un peu pour tout à l'heure. On va passer avec Nicolas Panot. Donc Nicolas Panot qui est également à Nantes. Donc on va rester dans cette jolie ville qui est Nantes. Donc Nicolas Panot de Human IT qui va vous parler donc du projet Web Energy Archive 2. Hein, c'est la version 2 du projet. Donc une étiquette énergétique au service d'un green web. Voilà. Donc Nicolas, je te laisse la parole.